Chapitre 6. Le défi. J'ai des choses difficiles à dire. Quel langage pour dire? Dans ma cellule à Fresnes, à l'aube, lorsque j'entendais ses bottes dans le couloir, il y avait un grand silence brûlant dans mon cœur. Après le départ de mère, il n'y avait pas cet effondrement que j'avais senti lorsque Sri Aurobindo est parti. Il y avait ce silence brûlant. Je n'étais plus devant ma petite personne qui s'interroge sur elle-même et sur son destin. J'étais un regard nu sur le mur noir d'une cellule. J'écoutais d'autres bottes qui montent dans les couloirs du monde. J'étais devant le destin de l'homme, tout court, et la question de la terre. Il n'y avait donc pas d'espoir. On allait recommencer les pères et les fils, et les tables de la loi, et Euclide, et 1001 insurrections pour rien, et toutes ces horreurs accélérées. Et des bébés par millions pour recommencer les pères et les grands-pères. C'était comme si je revivais la vanité de toutes ces vies et la mort de tous les hommes et leurs dernières questions. Allait-on recommencer dans un berceau et repartir avec la même question? J'avais eu la chance de mourir en cours de route et de vivre quand même avec cette question. Non, pas la mort, mais d'innombrables morts et le sens de notre espèce. Ce sens, je l'avais, pas en philosophie, mais en physiologie. On ne fait pas de philosophie quand on meurt, on est en pleine physiologie convulsive, comme la terre maintenant. Ce secret, je l'avais. Il fallait le vivre, il fallait le transmettre. C'était une responsabilité un peu terrifiante. Mais d'abord, il fallait sauver ce fabuleux document du cheminement de mer, l'agenda. Ces tâtonnements et ces balbutiements d'une espèce nouvelle, ces cris de découverte et ces déchirements encore. Il ne fallait à aucun prix qu'il tombe dans les griffes d'une nouvelle église. Ce fut une dure bataille. Il n'y a pas lieu de dire. Giordano Bruno était têtu. Moi aussi. Il n'y a plus de bûchers aujourd'hui, heureusement. Mais il y a des assassins dans les canyons. Je crois bien qu'il y a des assassins partout, comme l'avait vu mon frère Rimbaud. Voici venir le temps des assassins. Il m'a fallu 8 ans pour matérialiser ce fabuleux message de 6000 pages et tenter, oh, cette épreuve, de tracer un chemin, un layon, comme on dit dans la forêt vierge, au milieu de ce cataclysme vert qui n'était plus celui de la préhistoire, mais d'une histoire pas encore née, incompréhensible pour tous. Et moi-même, que comprenais-je? Comprendre, c'est très bien, mais on ne comprend vraiment que dans sa propre peau, comme on comprend la mer en plongeant dedans et en s'écorchant sur les rochers. Et puis quoi? Des livres encore? Mais on ne devient pas un petit phoque au soleil avec un manuel. Devenir, c'était urgent. Ces lecteurs, ils allaient lire, ils allaient ouvrir les yeux peut-être à ce sens extraordinaire. Mais quand l'empire croule, notre empire humain, notre terre pillée, comme par aucun Attila, quand les consciences s'obscurcissent et sont envahies par une barbarie sournoise et que le crépuscule tombe déjà sur nous, n'y avait-il pas autre chose à faire? Oui, faire, justement. C'était un défi terrible. Je n'osais pas, et cela me hantait. Avais-je eu le privilège, la grâce d'écouter mère, de connaître Sri Aurobindo, d'avoir touché ce secret des rishis védiques, simplement pour écrire des bouquins? Si personne, jamais, n'avait suivi Christophe Colomb ni les Vikings, l'Amérique n'existait pas, tout simplement. Si personne, jamais, n'avait asphyxié dans une mare desséchée et inventé la respiration pulmonaire, les terriens n'existaient pas, tout simplement. Il fallait suivre, ou bien quoi. Et j'avais honte d'oser. Pourquoi honte? Cela me semblait si démesuré pour un petit bonhomme. Mais si nul petit bonhomme ne suit, si petit soit-il, si pauvre soit-il, si mélangé soit-il comme tous les frères du bourbier général, quel espoir! Il n'y a pas besoin d'être supérieur ni super intelligent pour faire le pas de la prochaine espèce.
ni d'avoir des vertus spéciales, parce que justement, nos supériorités et nos intelligences et nos vertus sont les syndromes de la vieille espèce. Et il ne s'agit pas de devenir un surhomme, mais autre chose. Complètement autre chose. Il s'agit d'avoir du courage, c'est tout. Et une si grande soif. Alors je me suis dit, pourquoi pas, comme un certain Charcot en route vers les mers arctiques. Il a péri en mer, mais d'autres ont suivi. J'avais terminé ma tâche de scribe, et qui sait, à Thèbes, au pied de mer, avais-je peut-être déjà écouté l'histoire d'une autre humanité. Mais les temps avancent à pas de loup, tandis que le dieu soleil attend. Ils trouvèrent le jour et le monde solaire, disait le Veda. C'était il y a si longtemps. Est-ce que l'on serait enfin au temps, à l'heure, au jour? L'obscurité n'est jamais plus profonde qu'avant l'aurore. Sri Aurobindo l'avait dit. J'ai des choses si difficiles à dire, qui avaient été longtemps cachées derrière des mythes, des légendes, des pistes perdues. Et tant de sang. J'étais très angoissée à l'idée de reprendre le fil là où elle l'avait laissé. Et puis je me suis jetée à l'eau. Voilà 7 ans maintenant, 7 ans passés, jour après jour, et on pourrait dire heure après heure, que je suis entrée dans ce labeur. Les rishis védiques appelaient cela creuser. Je ne sais pas. On entre là-dedans comme dans une tempête qui déracine tout. On met à nu. Quand on est entré dans la tempête, on ne peut pas s'arrêter pour souffler. Il faut aller jusqu'au bout, ou couler. Voilà 7 ans que je suis là-dedans, isolée, coupée du monde. Et pourtant je n'ai jamais vu autant de monde. Oh, ces horreurs! La terre est possédée comme dans aucun Moyen-Âge. J'avais compris, après l'expérience de mer et de Sri Aurobindo, qu'il fallait à tout prix être seul et bien caché pour faire ce travail. On est caché physiquement, mais tous les souterrains de la terre viennent nous rejoindre et les maléfices en quantité, comme si l'on était aux prises avec tout. J'ai fait tant de découvertes depuis ce jour de 1982. Des découvertes que Sri Aurobindo avait faites, que Mère avait faites, que peut-être Jean de Patmos avait faites sur son île d'exilés et les rishis. Mais je m'aperçois que je n'y avais rien compris, ou si peu, moi qui avais été le témoin pourtant, qui avais même écrit des livres, une trilogie, pour tenter de faire comprendre le cheminement de Mère. On n'y comprend rien tant que la chose ne vous arrive pas dans le corps comme un tremblement de terre. Alors on dit « Ah !» et on est saisi comme devant le secret de la terre et des siècles. Mais il reste ce point d'interrogation final, le dernier pas, et rien ne sera connu vraiment jusqu'à ce que l'on arrive au bout. J'avais dit que je ne voulais plus écrire. J'avais tellement senti la frivolité de dire, mais quelquefois il faut jeter une bouteille à la mer. Pourtant, pendant ces 7 années, et qui sait encore pendant combien d'années, j'ai tenu des notes de cette périlleuse odyssée. Je sentais qu'il fallait laisser des traces. J'appelais cela mes carnets, les carnets d'une apocalypse. Les Grecs savaient, et Jean de Patmos savait que cette fameuse apocalypse, dont on a fait tant de monstres, mais peut-être tout de même y aura-t-il quelques tremblements et un certain nombre de bêtes, visibles déjà, voulait dire simplement mise à nu, apocalypsis. C'est le temps de la mise à nu, l'horrible chose que nous voyons grouiller partout. Je ne sais pas si ces carnets verront le jour, et peut-être seront-ils surpris, devancés par le jour des Védas, périmés par les faits. Mais je me suis sentie intérieurement obligée, presque forcée pourrait-on dire, d'écrire ces pages maintenant parce que, je le vois bien, jour après jour, ce métier de l'espèce nouvelle est épuisant. Et, sait-on jamais. Je voulais laisser quelques contours, au moins quelques signes de piste. J'en donnerai 2 seulement, de ce que j'ai vu, mis à nu dans mon propre corps, jour après jour. Et adieu va. La révolte de la terre. Satprem.